Merci Madame la Présidente. En effet, il y a près de 3 ans, la Cour de cassation a modifié radicalement sa méthode de rédaction des arrêts. La première question, pourquoi avoir changé de méthode alors que pendant 215 ans, la Cour de cassation a rédigé de façon immuable selon un schéma qui était, après tout, très simple. C'est ce que bon nombre de juges à la Cour de cassation se sont dit, et j'étais moi-même assez dubitatif. En effet, les arrêts étaient construits sous la forme d'une phrase unique qui ne comportait qu'un seul point à la fin de la dernière ligne, et chaque paragraphe, comme on l'a dit à plusieurs reprises, était introduit par la formule « attendu que ». Cette méthode ancienne de rédaction trouvait sa source historique dans l'interdiction qui avait été faite aux juges de cassation par les législateurs révolutionnaires, donc interdiction d'interpréter la loi. La méthode ancienne est devenue totalement inadaptée lorsque la Cour de cassation a procédé à des contrôles de conventionnalité, notamment au regard des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. Et la motivation enrichie a constitué une première réponse à la question de l'intelligibilité des décisions. J'y reviendrai dans un instant. Cependant, l'adoption d'une motivation enrichie pour chaque arrêt est incompatible avec le système juridique français dans lequel la Cour de cassation ne dispose pas de mécanisme de filtrage des pourvois, au contraire de ce qui existe dans d'autres juridictions suprêmes, comme européennes d'ailleurs, comme la Cour fédérale d'Allemagne ou encore la Cour suprême du Royaume-Uni. En effet, la Cour de cassation doit traiter chaque année 18 000 pourvois en matière civile et 8 000 en matière pénale. Donc, pour accroître l'intelligibilité des arrêts, c'est une réforme de la rédaction qui a été adoptée à partir du 1er octobre 2019, et cette réforme comporte plusieurs volets. Premier volet, celui qui a provoqué initialement le plus de résistance, a été celui de l'abandon de la phrase unique avec des attendus que. Cet abandon s'est produit au profit de paragraphes distincts numérotés et d'une rédaction en style direct. Le deuxième volet, qui me semble plus important, a été d'harmoniser la structuration des arrêts rendus, quelle que soit la formation de jugement, à 3 juges, à 10 juges, ou même en assemblée plénière, c'est-à-dire là où toutes les chambres de la Cour sont représentées. Puis le troisième volet, encore plus important, a constitué à déployer une structure générale identique, que les arrêts soient de rejet ou de cassation, qu'ils soient rendus en matière pénale ou en matière civile, il s'agit de la même structuration. Et cette structuration constitue le tuteur de la motivation, suivant la belle expression qu'a employée tout à l'heure Madame la professeure Amrani Mekki. L'arrêt est donc structuré autour de 3 parties principales. Première partie consacrée aux faits et à la procédure. Elle est introduite par la formule selon l'arrêt attaqué pour bien indiquer que les faits sont ceux qui ont été constatés par la décision attaquée et non par la Cour de cassation. Et la deuxième partie, qui est cœur du dispositif, s'intitule examen du moyen ou examen des moyens selon le nombre d'arguments juridiques soutenus par l'auteur du pourvoi. Et cet examen du moyen est divisé en 2. L'énoncé du moyen qui précède la réponse de la Cour. Première subdivision est relative à un moyen. On va reproduire la plupart du temps in extenso le moyen, mais on peut également le faire par extrait. Quand on le reprend in extenso, il s'agit du moyen tel que figure dans le mémoire du demandeur. La réponse de la Cour est apportée dans ce qu'on appelle la partie réponse de la Cour, avec le plus souvent, même dans les arrêts de rejet, un chapeau qui constitue l'interprétation abstraite de la règle de droit qui doit être appliquée par les juridictions du fond. Et comme vous le constatez, le moyen constitue toujours la clé de voûte du contrôle de la Cour de cassation, aussi bien au civil qu'au pénal. On peut dire même qu'avec la structuration des arrêts, la Cour de cassation a sanctuarisé le grief, et le lecteur peut vraiment le constater en mesurant le balancement qui existe entre la question de droit qui est posée, qui est suivie immédiatement de la réponse juridique de la Cour de cassation. Et j'ajoute que ces nouvelles règles n'ont pas conduit à de changement de méthode de raisonnement et n'ont pas affecté ce qu'on appelle la technique de cassation.
Cette réforme de la rédaction s'est poursuivie par une réflexion sur les fonctions explicatives et justificatives de l'arrêt. Comme je l'ai indiqué il y a un instant, la Cour de cassation utilise également, pour certaines de ses décisions, une motivation enrichie. En 2022, la Cour de cassation a voulu dresser un état des lieux de cette motivation enrichie. À cette fin, un groupe de travail a été constitué et a remis, il y a 15 jours exactement, un rapport d'étape. Le groupe a recensé depuis 2011 297 arrêts en motivation enrichie. Et si on examine la période récente, les 3 dernières années, 2019-2022, on constate qu'il y a eu 207 arrêts avec une forte progression de la motivation enrichie depuis ces 3 ans. D'autre part, ce recensement a permis de constater que pour un quart de ces décisions, elles émanent de la chambre criminelle, et puis un autre quart émane de la première chambre qui connaît du contentieux du droit international et du statut personnel et de la famille. Mais outre ces données quantitatives, le groupe de travail s'est penché sur l'aspect qualitatif. Quel est le domaine de la motivation enrichie ? Un premier domaine d'élection est le revirement de jurisprudence, car son impact est important pour le droit positif qui est bouleversé par le revirement. Un autre domaine dans lequel la motivation enrichie est utilisée est celui dans lequel l'affaire est susceptible d'avoir un retentissement social ou même sociétal important avec un impact médiatique. Troisième terrain, le plus évident, c'est le cas où l'affaire répond au développement du droit, l'arrêt présente un intérêt pour l'unité de la jurisprudence ou l'arrêt tranche une question de principe. Autre question, qu'ajoute la motivation enrichie à la solution adoptée par la Cour de cassation ? Je crois que c'est ce qui fait toute la différence entre un arrêt de ce type et un autre, c'est le contenu des motifs. En premier lieu, l'enrichissement s'opère par la référence à des éléments qui sont traditionnellement passés sous silence dans la décision. Nous disons parfois qu'il s'agit d'énoncer les motifs des motifs. Par exemple, on va expliquer la question de droit qui est posée. Très souvent, c'est au travers des moyens que des questions sont posées. Mais comment se situe la question de droit ? En quelque sorte, la Cour de cassation va recentrer le débat. En deuxième lieu, la motivation s'enrichit des sources qui permettent de fonder l'interprétation qui est retenue. L'arrêt, par exemple, cite les textes, ce que tous les arrêts font habituellement. Mais en l'espèce, la Cour de cassation va fournir leur contextualisation, c'est-à-dire c'est un élément qui est très précieux dans un monde d'inflation législative. À cet égard, on va, par exemple, dire que plusieurs textes sont intervenus, on va décrire ces textes, on va dire qu'il y a par exemple, eu une aggravation de la répression pénale ou une modification des circonstances aggravantes. Bien. Autre élément, on en a déjà parlé au cours de cet après-midi, la motivation s'enrichit par des références à des arrêts d'autres juridictions, comme ceux de la Cour de justice de l'Union européenne ou de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi des arrêts de la Cour de cassation et des arrêts d'autres cours suprêmes. Il s'agit, il faut toujours le préciser, de compléter les motifs retenus, et cette référence ne doit pas s'entendre comme dans la tradition britannique où les précédents constituent une source de droit et où les juridictions du fond sont strictement liées par les précédents de la Cour suprême du Royaume-Uni. Troisième lieu, l'arrêt en motivation enrichie comporte fréquemment la méthode d'interprétation des sources. Est-ce une interprétation littérale ? Est-ce une déduction ? La Cour de cassation a-t-elle eu recours aux travaux parlementaires ? Ou encore, s'agit-il d'une interprétation théologique de la loi ? Enfin, cette réforme des méthodes de rédaction s'est accompagnée d'une réforme dans la méthode d'élaboration de la motivation. Alain Lacabarade s'en a parlé tout à l'heure déjà, notamment à travers l'instauration de circuits différenciés, avec le plus important, le circuit de motivation enrichie, qui permet
avant que le conseiller rapporteur commence ses travaux, d'avoir une réunion au cours de laquelle se réunissent donc le président de la Chambre, le doyen, plusieurs conseillers de la Chambre, l'avocat général et, à mon sens, les avocats y ont toute leur place. Pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé cette place, mais le président Moulinier nous dira peut-être ce qu'il en pense. Et il s'agit en fait de préparer la décision. C'est vraiment un travail en amont, hein, pour envisager tout ce qui pourra être utile pour cette décision. Est-ce qu'il faut faire appel à une consultation, un amicus curiae? A-t-on besoin d'une étude d'impact? Voilà, essayer d'anticiper toute cette motivation qui va être enrichie. J'ajoute un dernier mot, Madame la Présidente, hein, c'est pour dire qu'une telle réforme, de telles réformes, en fait, méritent une élaboration par l'ensemble des conseillers, l'ensemble des magistrats d'une cour de cassation ou d'une cour suprême. Il faut, en quelque sorte, qu'ils s'approprient ces réformes. Et pour qu'ils s'approprient ces réformes, eh bien, il faut un temps de maturation. Je vous remercie.